Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là, d'être sur cette journée. On apprend plein de choses et on se réinforme au fur et à mesure. Je vais vous parler de la pornographie à l'adolescence. J'avais fait une intervention il y a quelques années à cette même journée, donc j'ai changé mes diapositives, pas toutes, parce qu'il y a des choses qui ne se modifient pas non plus complètement. Pour commencer, quelques données historiques qui font sens quand on s'occupe un peu de personnes qui vont se rencontrer via les réseaux sociaux, etc. C'est cette fameuse période au début des années 2000 où on a l'impression vraiment qu'il y a eu un développement des activités, des réseaux notamment de géolocalisation et puis des réseaux Internet de pornographie. Alors depuis, ça a continué d'augmenter, mais quand même, on est un peu stupéfait par le fait qu'entre 1996 et 2006, on est passé de 22 000 sites pornographiques à 4,2 millions. Je ne vous cache pas que ça ne fait que augmenter depuis. Et en fait, on a exactement la même chose avec les sites de rencontres en géolocalisation dans le chemsex, où c'est exactement à la même période que ça s'est développé et qu'on sait à quel point c'est ça qui favorise actuellement la diffusion, l'émergence et la gravité du phénomène lié au chemsex. Donc, ces sites pornographiques ont occasionné une disparition des cinémas X. Pour certains d'entre nous qui étions nés avant, on se souvient de ces grands cinémas qui ont tous fermé, vous le savez. Diminution aussi de l'audience des magazines papier, mais ça, c'est valable pour tout. Et puis, la pornographie a vraiment intégré un marché économique mondial extrêmement fort dans une ambiance capitaliste. Je crois que vous l'avez tous compris. Et cette pornographie envahit maintenant la sphère publique via Internet, mais via l'ensemble des choses qui n'ont pas vocation à être automatiquement de la pornographie, comme la mode, la publicité, la littérature, les médias, les jeux de masse, les jeux vidéo, etc. Et on va se retrouver dans une consommation de masse qui va être soit intentionnelle, bien évidemment, soit accidentelle. En ce qui concerne les modalités d'exposition des jeunes, comme l'a dit Madame Miel précédemment, pour un jeune de moins de 18 ans, de manière intentionnelle, il peut très facilement accéder à la pornographie puisqu'il suffit de noter « oui, j'ai moins de 18 ans », ce qui n'est pas plus vérifié que ça. Et c'est là-dessus, évidemment, qu'il y a des choses qui sont réfléchies pour modifier ça. Quand on s'intéresse à l'accès à la pornographie de manière intentionnelle, 8 à 24% des jeunes considèrent que c'est une source d'information sur la sexualité et une source d'excitation, ce qui doit être entendu également, mais pris dans un contexte peut-être en lien avec l'âge où cette intentionnalité est faite, au vu des conséquences que l'on connaît vis-à-vis de l'âge du visionnage de la pornographie. Et malheureusement, il existe énormément d'expositions accidentelles à la pornographie et qui, là, vont toucher la plupart du temps les plus jeunes via le porn squatting, via les spams. Les spams, plus de la moitié sont pornographiques dans les spams que vous recevez. Vous avez dû également en recevoir, ainsi que les pop-up pour les fenêtres automatiques. Je montre souvent cet exemple, ceux d'entre vous qui étaient là sur la dernière présentation l'avaient déjà vu. En fait, la photo, la capture d'écran que je vous ai mis en bas, là, j'ai tapé sur mon ordinateur, je pense que je vais recevoir une lettre bientôt, chat. Bon, jusqu'à preuve du contraire, chat, c'est la femelle du chat. C'est un petit chaton, si on fait une faute d'orthographe, on peut avoir 9 ans, commencer à apprendre à écrire et se dire « Ah, je veux une chatte ». On tape « chat SPA ». Alors, globalement, on voit une chatte et d'autres chats, d'ailleurs, mais on ne voit pas que ça. Vous voyez, et donc, il va y avoir un accès facilité via cet accès relativement accidentel. En ce qui concerne la prévalence vraiment du visionnage de la pornographie chez les adolescents, il y a vraiment plusieurs constats importants. Le premier constat, c'est qu'il y a un ratio
homme-femme, entre guillemets, ou garçon-fille, qui est respecté tout au long de l'évolution de l'augmentation avec l'âge du visionnage de la pornographie. Ça, c'est un des premiers constats. Le deuxième constat, c'est que le visionnage se fait de manière intentionnelle ou accidentelle de plus en plus jeune. En France, on estime que 58% des garçons et 45% des filles ont déjà vu des images pornographiques avant 13 ans. Et puis, ce qu'on constate aussi au niveau mondial, c'est l'augmentation de la proportion des jeunes femmes qui regardent de la pornographie. En France, on a peu de chiffres, ils sont plutôt anciens. Je montre systématiquement cette diapositive, d'abord pour montrer les chiffres chez les 15 à 17 ans. 63% des garçons et 37% des filles visionnent régulièrement de la pornographie, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine de ce genre d'image. Et 30% des utilisateurs des sites pornographiques en France sont des personnes mineures. Et quand on interroge les jeunes, alors cette étude est extrêmement ancienne, mais c'est systématiquement retrouvé soit dans la littérature grise, soit dans la littérature scientifique à la fois quali et quanti. Il va y avoir une approche vis-à-vis du ressenti personnel du visionnage de la pornographie qui est extrêmement genrée, c'est-à-dire que les jeunes femmes vont trouver ça plutôt dégoûtant et les jeunes garçons vont trouver ça plutôt excitant, amusant et distrayant. Et c'est des choses que l'on retrouve systématiquement dans toutes les études. Vous savez qu'il y a un rapport qui est sorti sur la sexualité des Français hier. Et donc l'âge du premier rapport sexuel, pour autant, n'est pas du tout avancé, il est plutôt reculé. Là, je vous ai mis 15 à 16 ans. Ce qui est sorti hier, c'est plus hein, c'est 17-18 ans pour l'âge du premier rapport sexuel. Et globalement, les Français baisent moins, avec quand même une plus grande diversification des rapports sexuels. On va en reparler, avec une augmentation du nombre de partenaires et de pratiques diversifiées dans la sexualité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais globalement, quand même, en termes de fréquence de rapports sexuels, ça diminue. Et on va en reparler sur les conséquences un peu sur la sexualité de ce visionnage de pornographie. Si on interroge des jeunes en France, la majorité des garçons et une bonne partie des filles estiment que leur sexualité est largement influencée par le visionnage de la pornographie. À noter aussi qu'en fonction de l'orientation sexuelle, on a des fréquences de visionnage de la pornographie qui est très différente. Et en ce qui concerne le pourcentage de jeunes garçons qui s'identifient comme des hommes gays, on sait que la prévalence chez ces personnes va être plus importante sur le visionnage de la pornographie, alors plutôt une pornographie gay, mais pas que. Et tout au long de la vie, cette augmentation à la fois de la fréquence du visionnage et à la fois du nombre de personnes dans la population qui consomment du visionnage va rester plus important dans cette population pour des choses qu'on pourra discuter et qui semblent totalement légitimes. Je dis souvent que c'est quand même très compliqué pour un jeune garçon de 14 ou 15 ans qui est plutôt attiré par les fesses de ses potes et les pectoraux de ses potes que par la poitrine que tout le monde mate dans la cour de récréation. Il va avoir du mal à demander à ses potes et vous pensez que pour aborder machin qui serait un garçon, je le prends comment et je commence par me faire sucer ou c'est moi qui le suce. Vous voyez, ça va être quand même très compliqué dans la cour d'école. Donc du coup, ça paraît évident qu'on va aller chercher de l'information sur l'accès à la sexualité autrement qu'en parlant à ses potes. Et probablement pas trop non plus en parlant à son papa si son papa est hétéronormé. Vous voyez, donc on comprend un petit peu quand même cette envie de s'informer sur la sexualité qui va passer par la pornographie, malheureusement. Et il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là, sur le plan communautaire, puisque moi j'adore parler de communauté et j'adore ce gros mot français. Sur d'autres conséquences, c'est les liens avec la précocité du visionnage. Toutes les études, là aussi, Quanti et Quali, sont relativement vraiment en ligne pour dire qu'avant 14 ans, on a quand même des conséquences un petit peu majeures. Et la majorité des jeunes personnes qui ont visionné de la pornographie avant 14 ans,
évoquent le fait que leur sexualité est influencée par ces images et qu'elles reproduisent les actes qu'elles vont visionner dans la pornographie. Plus on commence jeune, plus on va la regarder souvent. Et il y a des sexos qui commencent, des sexos et des andrologues, qui commencent à évoquer le fait qu'ils rencontrent des jeunes garçons de plus en plus tôt pour des dysfonctions érectiles, pour lesquelles ils commencent à mettre en lien le fait qu'un hypervisionnage ou un visionnage vraiment important de pornographie pourrait avoir un impact. On en reparlera si vous voulez, j'ai que 20 minutes. Donc, mais globalement, le niveau performatif de la performance masculine hétéronormée dans la pornographie, c'est quand même un challenge que la grosse majorité des mecs ne peuvent pas atteindre. Et c'est normal, en fait, mais il faut juste leur dire. Parce que ces mecs qui sont filmés en pornographie, c'est coupé au montage, puis ils sont ultra entraînés. Enfin, voilà, c'est des sportifs de très, très haut niveau. Quand on a 15 ans, je veux dire, on n'a pas cet entraînement sexuel, on n'a pas une érection d'un mec qui a 15 ans de plus que nous et qui travaille dans ça depuis des années. Donc, c'est normal que ce côté performatif soit un petit peu compliqué. Et du coup, on bande de mou parce que c'est trop compliqué. On va aussi retrouver une anxiété par rapport au corps et à la capacité physique avec une mésestime de soi qui est à la fois cause et conséquence. On va en reparler. Donc la pornographie a aussi un impact sur les stéréotypes de genre avec, dans une pornographie la plus classique qui soit, parce qu'on peut aller dans des niches de la pornographie qui sont plutôt intéressantes, il va y avoir une définition extrêmement précise du rôle des genres dans l'acte sexuel avec vraiment deux grandes règles, la domination, la puissance, l'endurance masculine. Et vraiment, je suis convaincue, alors que je ne suis pas concernée, puisque je suis une femme cis, que objectivement, c'est une pression quasi insoutenable pour les mecs. Alors vous allez voir qu'à partir de maintenant, je vais défendre que les femmes. Mais là, vraiment, on peut reconnaître que ce côté performatif, qu'il soit dans l'hétérosexualité ou dans l'homosexualité, ou dans le fait d'être bi, cette performance, elle est extrêmement pressante pour les hommes qui, de manière très précoce, parfois, vont utiliser des médicaments pour améliorer la qualité de l'érection, alors que globalement, ils n'ont pas de problématique pour ceux qui n'ont pas de dysfonction, évidemment, ou utiliser des substances psychoactives, à la fois chez les gays et chez les hétéros, pour favoriser une désinhibition qui va permettre un passage à l'acte sexuel de cet ordre-là, puisqu'il faut être performant et qu'il faut être un mâle dominant. Donc, tous les mecs sont pas comme ça, du moins pas au début. Ensuite, excusez-moi, ça dérape. Je suis désolée, je me reprends. Ensuite, l'autre côté du miroir, ça va être la notion de soumission de la femme. Vraiment, on le voit, ne serait-ce que quand on compare la proportion de fellation versus proportion de cunilingus, si on veut comparer les choses. Franchement, vous verrez quand même très rarement un cuni, ou alors c'est trois femmes entre elles, parce que ça va être ultra excitant. Mais c'est pas un mec qui va faire un cuni à une nana. Ça va pas être dans ce sens-là. Ça va être vraiment la fellation mise en avant, l'éjaculation visible, le plaisir masculin mis en avant, le plaisir féminin. Il faut surtout qu'elle le démontre et qu'elle hurle son bonheur et son orgasme pour montrer à quel point le mec qui est en train de la faire jouir est puissant. C'est ça qu'on va demander. Et ça, c'est en termes de reproduction, pour une jeune femme qui entre en sexualité, c'est pas le truc le plus facile à faire quand même, puisque des fois, on ne sait pas ce que c'est un orgasme quand on débute sa sexualité, donc on ne sait même pas ce qui nous arrive, si ça arrive. Parce que ça n'arrive pas à tous les coups, même si on simule. Voilà. Ça aussi, c'est un dérapage complet. Donc, il ne faut vraiment plus m'inviter sur ces sujets-là. C'est dramatique. Donc, il va y avoir une majoration du sexe mécanique au détriment du sentiment et de la tendresse, même si on peut avoir des rapports sexuels sans sentiment. Que les choses soient claires, ça n'est pas interdit. Ensuite, sur l'impact sur l'image corporelle, et là, on assiste vraiment à la diffusion des normes
de la pornographie sur des modifications corporelles. Les plus vraiment significatives sont les épilations intégrales qui touchent une grosse majorité des jeunes femmes et quand même une bonne portion des hommes, épilation du pubis, mais globalement une épilation globale. Et là, ça évoque deux choses. Et d'une, ça évoque le fait que c'est négliger l'importance des poils pubiens sur un sexe quel qu'il soit, hein, féminin ou masculin, puisque quand même les poils, s'ils sont là, c'est qu'ils ont une fonction. Hein, c'est pas juste pour sentir mauvais ou pour faire moche ou pour faire des tresses, c'est vraiment pour autre chose. Hein. C'est vraiment, ce sont des filtres entre l'anus et le vagin. Vous voyez, visualisez. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui, quand on a une épilation intégrale et a fortiori définitive, va modifier clairement la qualité de l'ambiance microbienne, bactériologique, tout ce que vous voulez du vagin, va modifier la lubrification et va laisser à nu des parties de la vulve qui, du coup, vont se kératiniser, vont être beaucoup moins sensibles. En fait, c'est une diminution du plaisir féminin. Mais on s'en fout, c'est joli. Enfin, c'est joli pour les mecs qui le lèchent, hein, c'est tout. Hein. Voilà, ça aussi. Putain, j'étais pas prête, hein. Mais c'est parce que je ne suis pas en consulte. D'habitude, en consulte, je parle comme ça, mais là, il faut que j'arrive à dissocier les deux. Et puis, globalement, cette épilation de la pilosité, ça va aussi amener quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la pornographie, c'est-à-dire que c'est l'injonction aux femmes de ne pas vieillir. Parce que quand vous faites une nymphoplastie, qui est une chirurgie qui augmente comme ça, juste pas permis en termes de proportion, c'est-à-dire que vous allez, entre guillemets, avoir l'impression que vous corrigez la taille des lèvres de la vulve pour qu'elles ne soient pas apparentes. Et qu'en plus, vous n'avez pas de poils, vous avez un sexe d'enfant. Ben oui. Mais clairement. Donc, c'est une injonction à ne pas vieillir. Je veux dire, les sexes de femmes pubères sont des sexes avec des poils et des trucs qui sont asymétriques, qui s'appellent les lèvres. Voilà. Et vraiment, la pornographie ne revendique absolument pas ça, puisque tous les pubis dans la pornographie sont épilés, hommes et femmes confondus. Il y a un mouvement inverse qui s'appelle le mouvement hirsute ou Eris. En plus de ces normes, il y a également les piercings qui ont des vocations le plus souvent érotiques ou qu'ils soient placés. Pour certains d'entre eux, évidemment. Et puis, des tatouages aussi qui indiquent la direction, parfois, chose qui n'est pas toujours nécessaire parce qu'on se doute de où va se passer l'activité sexuelle globalement. En termes de chirurgie esthétique, il va y avoir une augmentation de 450% des chirurgies esthétiques demandées depuis 10 ans sur le fait d'augmenter la taille des seins, la taille des lèvres de la bouche et la fameuse nymphoplastie dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est un peu discordant parce qu'on a un pubis de jeunes filles prépubères et des seins énormes. Ensuite, ça va avoir un impact sur les comportements sexuels. Et là, il y a des choses en termes sur la littérature à la fois grise et qualitative en sciences humaines et sociales qui sont passionnantes sur le fait que cet hyper-visionnage de la pornographie va court-circuiter les fantasmes sexuels des adolescents, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a des choses qu'on voit, on est abreuvé de ces visions d'images pornographiques proches parfois de la violence, et pour la majorité des jeunes, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement difficile à reproduire. Hein. Il y en a beaucoup qui... Et du coup, en fait, il y a un blocage, et on se retrouve plutôt sur une génération plus asexuée qu'hypersexuée, et on le voit au niveau national sur des chiffres d'une diminution en termes de fréquence de la sexualité, cause ou conséquence, je ne peux pas vous le dire. Ensuite, un mouvement qui est très très prisé, où là aussi il y a énormément de sites et qui rejoint ce côté prépubère, c'est l'adocentrisme ou la pédophilisation, où là il va y avoir des sites vraiment spécifiques qui ne sont pas étiquetés comme des sites pédophiles, puisque en principe les acteurs et les actrices de ces films sont majeurs, mais ils vont avoir
notamment pour les femmes, une apparence mutine avec des costumes de petites écolières, etc. C'est les teens, en fait, les fameux sites teens qui sont extrêmement regardés. Et ces sites, des études canadiennes ont mis en évidence qu'en fait, ils avaient croît et qu'ils avaient augmenté en termes de proportion en même temps qu'une diminution de l'accès, de l'âge moyen, de recrutement pour les travailleurs et les travailleuses du sexe qui, au Canada, est moyen à 14-15 ans. Donc, ce sont des études canadiennes. Ça rejoint aussi le fait que c'est des injonctions faites aux femmes de rester jeunes, puisqu'elles ont des couettes, c'est quand même un petit peu particulier. Et ça correspond à une fusion de l'image des femmes avec celle des filles. Et quand on regarde les chiffres canadiens des auteurs de violences sexuelles, 20% sont perpétrés par des adolescents. Les victimes sont à 83% des femmes et 67% d'entre elles sont mineures. Donc, je ne vous dis pas qu'il y a un lien. Il n'a pas été fait par l'auteur et l'autrice, les auteurs et autrices de cet article, mais globalement, en termes de synchronicité épidémiologique, il se passe des choses. Voilà. Ensuite, il y a les prises de risque. Je pense qu'il y a peu de personnes dans cette salle qui n'ont jamais vu ou visionné des images pornographiques. Globalement, je pense que vous n'avez pas énormément croisé de préservatifs dans les images pornographiques que vous avez regardées, ou alors c'était pour faire des cock-rings. Et du coup, ça ne marche pas dans la lutte contre les MST en cock-ring. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'il y a très peu de préservatifs et on constate vraiment que la jeunesse utilise très peu aussi de préservatifs. Et quand on fait des études dans les facultés ou au lycée, on a une nette augmentation des MST. Le fait de visionner des images pornographiques permet un petit peu un côté un peu permissif dans le fait de se filmer ou de filmer d'autres sur des activités sexuelles. Et là, c'est le lit du harcèlement, avec les sextapes, les nudes, etc. Et toutes les complications en lien avec le fait d'avoir des images de soi-même dans des postures sexuelles sur le net et toutes les conséquences que ça peut occasionner. J'ai essayé de regarder, mais Mathieu étant dans la salle, je pense que je lui laisserai ce privilège. Il est bien plus calé que moi sur le sujet. Mais en fait, pour tout vous dire, sur le plan quantitatif, de nombreuses études ultra quantitatives ne font pas de lien entre visionnage d'images pornographiques, il y en a très peu qui font le lien en fait, ne font pas de lien entre visionnage d'images pornographiques et agression sexuelle. Et quand on va sur du qualitatif, on a beaucoup plus de liens et en tout cas, on reconnaît des liens épidémiologiques. J'ai lu ce document avec beaucoup d'intérêt et je vous ai fait des captures d'écran, tout simplement des choses qu'on peut retrouver dans ce document sur le fait qu'il y a de nombreuses études qui mettent une association positive entre consommation de pornographie et violence contre les femmes. Ce pas des choses qui sont énoncées en conclusion des études, c'est ça qui est extrêmement troublant. Dans 90% des contenus pornographiques, alors vous allez dire que j'abats un peu la pornographie aujourd'hui, il y a une belle pornographie, il y a des choses qui sont bien faites, mais en même temps, 90% des contenus contiennent de la violence physique ou verbale, c'est pénalement répréhensible. Et ensuite, les femmes que vous avez vues sont extrêmement discriminées, puisqu'elles subissent souvent des violences dans la pornographie, mais ne sont pas les seules cibles en fait de ces discriminations. Il y a aussi les personnes racisées qui sont souvent les cibles, c'est puni par la loi, et les personnes qui appartiennent à la communauté LGBTQIA+, qui sont également ciblés par ces discriminations dans la pornographie. Tout ça, c'est puni par la loi. Et en ce qui concerne les personnes qui appartiennent à des communautés dites minoritaires, malheureusement, ça ne fait qu'accentuer le stress minoritaire de ces personnes qui ensuite vont parfois développer des problématiques en lien avec ce stress minoritaire et qu'on n'arrive pas toujours à rattraper et en lien avec la sexualité. Donc on a l'impression qu'on est dans un imbroglio. Moi j'ai l'impression que j'ai toutes les personnes que j'accompagne citées dans ce rapport.
Donc j'ai mis une image de Mathieu, il vous en parlera mieux que moi, sur lien entre pornographie et agression sexuelle. Si on va en qualitatif, toutes les vignettes cliniques sont unanimes sur le fait que quand on rencontre des jeunes qui ont une sexualité préoccupante ou qui sont auteurs de violences sexuelles, dans la majorité des cas, on va retrouver un visionnage important de pornographie. Je ne reviens pas sur le côté anti-fantasme de voleuse de rêves. J'aime beaucoup cette expression sur le fait que la pornographie va voler en fait l'imaginaire de la construction sexuelle des jeunes et du coup les rendre asexués. Je me dépêche, je pense que je suis un petit peu en retard, excusez-moi. Sur les troubles vous savez que la CIM 11 est sortie il y a quelques années. Dans la CIM 11, enfin, le trouble du comportement sexuel compulsif a été identifié avec des critères extrêmement clairs et on peut mettre l'usage problématique du visionnage de la pornographie dans cette définition avec toujours pareil, donc ces troubles un peu compulsifs, la notion de perte de contrôle en lien avec le visionnage ou une activité sexuelle ou autre. Je vous le laisse lire pour gagner un peu de temps. Éliminer évidemment les autres causes et les conséquences en termes de détresse que ça occasionne. Si on interroge la littérature sur comment on diagnostique l'usage problématique de la pornographie, il existe une échelle, plusieurs échelles qui sont validées, mais la PPCS-6 avec 6 questions que vous avez ici à gauche, je vous laisserai ma présentation comme ça. Alors, elle n'est pas validée en français, mais je vous ai traduit les questions. On n'a en principe pas le droit d'utiliser, mais globalement, ce n'est pas très grave, elle est validée en anglais, on n'a qu'à dire qu'on parle en anglais en consultation. Et en tout cas, ce seront exactement les mêmes questions qui vont permettre d'émettre si quelqu'un qui visionne de la pornographie a un usage problématique ou pas avec ce visionnage de la pornographie. Sur 82 000 personnes interrogées d'une médiane d'âge de 32 ans, en fonction des pays, 3,2 à 16% répondaient aux critères de cette échelle qui est validée dans le fait qu'elle valide la CIM 11. Donc ça, c'est important, c'est plus simple que la CIM 11 à poser. On parlait tout à l'heure de prévention. La prévention passe par le fait de connaître les facteurs de vulnérabilité. On va retrouver dans l'usage problématique de la pornographie des facteurs de vulnérabilité communs à beaucoup de problématiques en addicto, évidemment, comme la faible estime de soi. Et après, on va retrouver des choses spécifiques à l'usage problématique de la pornographie, comme l'excitation sexuelle et la fréquence. Plus on regarde jeune, plus on regarde de manière fréquente, plus on est à risque de développer un usage problématique de la pornographie et le genre masculin est un facteur de risque pour l'usage problématique de la pornographie. Enfin, les conséquences de l'usage problématique de la pornographie, outre l'évocation des probables liens avec les violences sexuelles, en termes de santé mentale, cette étude de jeunes, puisque l'âge médian était de 23 ans avec un questionnaire anonyme, a essayé de rechercher chez les personnes qui avaient un usage problématique de la pornographie les conséquences qu'ils avaient en termes de santé mentale. Et il y a eu des réponses qui ont été analysées et qui sont un peu genrées, c'est-à-dire qu'il va y avoir un plus haut niveau d'anxiété et de stress et d'idées suicidaires chez les femmes qui ont un usage problématique de la pornographie qui, pour le coup, vont pas aller l'annoncer sur la place publique, parce que là aussi, il y a une stigmatisation d'une femme qui aurait un usage problématique de la pornographie par rapport à un homme qui serait juste un queutard, en fait. On trouverait ça plutôt bien, alors que c'est la même problématique et c'est la même maladie. On a toujours ce problème genré de stigma de la femme en ce qui concerne les addictions. Et en ce qui concerne l'homme va plutôt avoir tendance à s'isoler. Dernière diapositive pour émettre un peu des idées sur les pistes de prévention et de repérage du visionnage d'abord de la pornographie, de ses conséquences et du potentiel usage problématique de la pornographie. Moi, je crois beaucoup au développement des compétences psychosociales. On n'a évidemment pas le temps de parler là maintenant de ça vis-à-vis notamment du consentement. Il y a quelque chose qui marche bien, c'est le contrôle parental quand même. Donc, il faut quand même expliquer aux parents que le contrôle parental jusqu'à un âge décent pour regarder de la pornographie, c'est bien, même si nos parents... Oh là, il faut que j'aille voir Freud. Même... Oh putain,
Même si nos enfants nous traitent d'has-been, il paraît que c'est bien d'être has-been quand on est parent, et je le revendique, mais globalement, le contrôle parental est indispensable chez les plus jeunes de nos enfants qui ont un smartphone, malheureusement, de manière extrêmement prématurée. L'enseignement de la santé sexuelle me paraît primordial et je suis juste désespérée sur ce sujet pour expliquer le cycle physiologique de la relation sexuelle avec désir, excitation, activité et apaisement. Le consentement, promouvoir l'égalité homme-femme, et je pense que c'est pas le président des États-Unis qui devrait être en prison aujourd'hui qui va nous aider dans ce combat. Lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, et évidemment lutter contre les VSS, faire tout un travail d'accompagnement de la contraception qui ne doit pas être portée exclusivement par les femmes. Il n'y a aucune raison que les femmes se blindent d'hormones toute leur vie pour que monsieur puisse éjaculer tranquillement. Et puis lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, puisqu'il y a une nette augmentation du gono et du clam chez nos étudiants. En ce qui concerne le repérage du visionnage, globalement, quand on a un jeune en face de nous, il faut savoir poser la question, être extrêmement à l'aise avec cette question. S'il y a effectivement du visionnage, il faut aller repérer via les questions que je vous ai mises tout à l'heure s'il y a un usage problématique, et puis voir les troubles induits à la fois en santé sexuelle et en santé mentale par ce visionnage, qui soit problématique ou pas, et évidemment proposer un accompagnement inconditionnel et pluriprofessionnel pour les personnes qui visionnent, pour les personnes qui seraient auteurs ou autrices de violences sexuelles, et pour les personnes qui subissent des violences sexuelles qui sont encore bien trop nombreuses. Je vous remercie.